Bonjour, à quelques mois du sommet sur le climat à Paris, que propose l'Europe ? L'Union européenne a été la première avec la Suisse à présenter la semaine dernière sa contribution en vue de ce sommet qu'on annonce capital. Quel est le contenu de cette contribution ? Est-elle ambitieuse ? Incarne-t-elle une unité européenne sur la question du climat ? Et surtout, peut-elle permettre à l'Europe, traditionnel leader sur cette question, d'entraîner dans son sillage les plus gros pollueurs de la planète pour parvenir à l'objectif affiché, le maintien de la hausse des températures en dessous de 2% de 2 degrés à l'horizon 2100 ? Ce sont ces questions que l'on se pose aujourd'hui dans le temps de l'Europe. Le temps de l'Europe. Antoine Lereux, Johanna Touzel. Bonjour Johanna. Bonjour Antoine. Notre invité c'est Wendel Trio. Oui, bonjour Wendel Trio. Alors vous êtes belge, vous êtes un ancien de Greenpeace et vous êtes aujourd'hui le directeur de Réseau Action Climat, la principale plateforme d'ONG européenne agissant sur les questions climatiques. Et vous déclariez dans le journal Le Monde l'an passé, si l'Europe n'agit pas dans la négociation internationale, les autres ne le feront pas. Alors l'Europe agit, est-ce suffisant ? Cela va-t-il encourager les autres à faire de même ? Vous nous le direz. Mais pour commencer, c'est la spécificité du temps de l'Europe. Faisons d'abord un détour dans le passé et remontons quelques mois en arrière. En octobre 2014, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, présentait son dernier rapport sur la question du climat. Écoutez ce qu'en dit l'un de ses rédacteurs, le climatologue Jean-Pascal Van Yperzele. Je dirais que les constats sont effectivement alarmants, je dirais pas alarmistes, parce que la réalité est comme elle est, et on n'a aucune volonté de la rendre pire qu'elle n'est vraiment. Si l'humanité veut effectivement protéger les générations futures et maintenir le réchauffement à un niveau acceptable qui permet l'adaptation, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro, bien avant la fin du temps, de changer assez fondamentalement la manière dont l'énergie est consommée aujourd'hui. C'est vrai que c'est frustrant. Hein. Je crois que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le climat sont très frustrés du décalage qu'il y a entre la gravité du diagnostic, la clarté qui est de plus en plus grande à propos de ce diagnostic et la faiblesse des engagements, jusqu'à présent en tout cas, de la communauté internationale. Jean-Pascal Van Yperzele, qui est également candidat à la présidence du GIEC. Voilà, tout à fait. Le GIEC, donc, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui vient de publier donc, son 5e rapport en fin d'année dernière. Et on comprend un peu la déception de Jean-Pascal Van Yperzele, puisque dans ce rapport, il y a 95% de certitude que le changement climatique est provoqué par l'activité humaine. Donc il y a un vrai consensus des scientifiques sur ce sujet. Et le rapport avance des chiffres de plus en plus alarmistes année après année. Aujourd'hui, les experts du GIEC annoncent qu'on va vers une augmentation des températures de 4,8 degrés d'ici l'horizon 2100, que les océans risquent d'augmenter leur niveau d'à peu près 1 mètre d'ici la fin du siècle. Donc ça veut dire que le littoral belge notamment et des Pays-Bas risquent d'être inondés. Donc ça va toucher l'Europe directement, pas juste les îles du Pacifique. Donc un impact très clair. On va vers une augmentation des émissions annuelles de CO2 de 50%. Donc on est loin, on assiste vraiment à une augmentation de ces émissions. Donc en fait, Wendel Trio, les faits sont là, ils sont clairs, les scientifiques sont d'accord, les chiffres sont de plus en plus alarmistes. Alors au vu de ces données, les hommes politiques devraient trouver un accord à Paris. Il n'y a pas d'autre possibilité, non ? Oui, c'est clair que il y a une nécessité qu'on a une bonne accord à Paris qui, en soi, est très ambitieux, mais qui est aussi qui ne peut pas être le point final. Donc, c'est clair que Paris sera un pas en avant, mais on devra avoir beaucoup de travail aussi après Paris. Donc, ça doit être clair. Paris est très important, mais c'est pas le mot final. Donc, ce qu'on voit, c'est que la science est claire, on doit vraiment décarboniser notre société. La question centrale pour Paris, c'est qui fait quoi dans les années qui viennent. Et là, il y a une grande discussion entre qu'est-ce qui doit faire les pays riches, qu'est-ce qui doit faire les pays pauvres, etc. Et toute cette discussion est fortement compliquée. Et là, on a besoin de trouver des solutions. Alors là, c'est compliqué, ces discussions. Vous avez assisté à des conférences précédentes. Je ne sais pas si vous étiez à Copenhague ou à Lima. Mais comment ça se passe concrètement ? Quel est votre vécu lors de ce genre de sommet ? Donc oui, j'ai fait beaucoup de sommets déjà, maintenant. Le premier était en 2007 à Bali. Donc il y a plein de choses qui passent au même moment. Donc il y a
un grand nombre de groupes de travail qui se réunissent, où on voit des pays qui prennent des positions. Et pour nous, aux ONG, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir qu'est-ce qui sont les différentes positions des pays qu'ils prennent dans les négociations, et est-ce que ces positions qu'ils prennent dans les négociations sont en ligne avec les positions que ces mêmes pays prennent dans leur pays eux-mêmes. Et donc, informer les gens qui sont dans un pays X, Y ou Z, et voir comment est-ce qu'on peut pousser un peu l'enveloppe pour que les pays veulent aller un peu plus loin qu'ils font maintenant pour avoir des accords. Et chaque sommet, on a eu des accords, mais c'était toujours des accords très minimalistes. C'était des demi-échecs, non, ces accords? Ouais. Ça dépend un peu comment tu le vois. Donc, c'est clair que, par exemple, il y avait des grandes expectations de Copenhague. On n'a pas réussi de faire ce qu'on avait vraiment besoin. Mm-hmm. Mais ce n'était pas un échec complètement, dans le sens que, oui, il y avait des propositions, des conclusions qui sont assez intéressantes. Le problème, c'est un peu, est-ce qu'on va créer des expectations de Paris qui sont similaires de Copenhague? Et là, comme ONG, on ne veut pas. On ne veut pas parce que ça va démobiliser les gens. Donc pour prévenir un éventuel échec à Paris, les Nations Unies ont demandé à chacune des parties engagées de présenter une contribution en vue du sommet. L'Union européenne a été la première avec la Suisse à le faire la semaine dernière. Elle s'est engagée formellement à réduire d'au moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre, qui est le principal responsable donc du réchauffement climatique d'ici à 2030 par rapport à 1990. Contribution, je cite, ambitieuse et réaliste pour Charles Michel, le Premier ministre belge, très ambitieuse pour le président François Hollande. Et c'est vrai qu'objectivement, c'est quand même une progression importante par rapport à un engagement précédent qui était de réduire de 20% ses émissions entre 1990 et 2020. Vous, Wendell Trio, dans un communiqué, vous qualifiez cette contribution de décevante, d'occasion manquée. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Donc il y a deux éléments. Un, il y a l'élément du 40%. Ouais. Là, c'est une décision que les chefs d'État ont prise en octobre déjà. Donc, ce n'est pas très nouvelle. Sur ça, ouais. On pense que l'Europe peut faire mieux. On pense que par soutenir l'efficacité énergétique, par soutenir le développement des renouvelables, il y a des possibilités pour l'Europe d'aller en plus de 40%. Ça, c'est une discussion. Quoi, 50% comme l'a fait la Suisse, par exemple, la moitié ? Oui, comme les ONG européens, on a proposé au moins 55%. La Suisse, c'est une proposition un peu différente parce que la Suisse dit on fait 50% et dans cette 50%, on fait 30% en Suisse et 20% on achète à l'extérieur. L'Europe, quand même, ils disent 40% en Europe. Donc ça, c'est bien. Donc pour nous, ça, c'est bien. Ce qui était décevant avec la décision de la semaine passée, c'était que c'est pas complètement clair qu'est-ce qui va être là-dedans dans cette 40%. Parce que c'est une discussion qui devient très technique. Hein, parce que 40%, ça veut dire quoi? Pour nous, l'important, c'est quelles sont les émissions des gaz à effet de serre que l'Europe va faire entre 2021 et 2030, parce que c'est ça que l'atmosphère va voir. Ce sont les émissions année par année. Et là, il n'y a pas de clarité. Voilà, ce que vous reprochez donc à cette contribution, c'est le manque de clarté, un petit peu un flou artistique. Oui. Et notamment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur l'aspect plus technique, notamment la question des forêts et des sols, oui. Hein, c'est ça. Donc voilà pour cette contribution. Nous, les Européens, on se présente donc unis, hein, au moins sur la base de cette contribution. Est-ce qu'on est crédible face aux autres ? D'un côté, oui. D'un autre côté, il y a un problème pour l'Europe. Parce que, comme j'ai dit, il y a une grande discussion entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et les pays en voie de développement, ils disent, si l'Europe veut vraiment qu'on fasse beaucoup, on a besoin de l'argent. Ça, on va y revenir. Ouais. Rappelez, avant que cette contribution, vous l'avez dit, hein, c'est le résultat d'une négociation qui avait été compliquée. L'accord obtenu en octobre dernier, qui avait montré donc la divergence de stratégie des États membres de l'Union européenne sur la question. On a évoqué l'Irlande, il y a aussi les pays de l'Est, et le premier d'entre eux, c'est la Pologne, qui dépend à 95% du charbon, énergie fossile pour ses approvisionnements. Alors, l'Europe envisage de faire converger ses politiques énergétiques sous la forme, Johanna, d'une union de l'énergie, c'est ça, hein ? Oui, ça a été présenté donc le 25 février dernier par la Commission européenne. C'est un des grands projets de la Commission Juncker. C'est une union pour l'énergie. Et le contexte, c'est quoi ? Eh bien, c'est que l'Union est actuellement le premier importateur d'énergie au monde. Elle importe 53% de son énergie.
Et ça nous coûte à nous, les Européens, 400 milliards d'euros. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. Également au niveau des prix, les prix de gros de l'électricité en Europe sont 30% plus élevés qu'aux États-Unis et les prix du gaz sont 2 fois plus élevés. Donc un vrai problème aussi pour les consommateurs. Et puis on a un gros problème également d'interconnexion. Et du coup, ce projet d'union pour l'énergie, comme l'a déclaré le commissaire européen Šefčovič, doit être un projet ambitieux et peut-être le plus ambitieux depuis la création de la communauté du charbon et de l'acier en 1950. Donc c'est un projet qui va intégrer les 28 marchés européens de l'énergie pour former une seule grande union de l'énergie. Alors la Commission, dans cette communication, déclare qu'on va créer une véritable libre circulation de l'énergie, assimilée à une 5e liberté de circulation, qui aura une solidarité pour l'approvisionnement en énergie entre les États et que, évidemment, on va aller aussi vers une société à plus faible intensité de carbone. Donc ça, c'est positif, effectivement, pour ce qui concerne les objectifs pour le climat de l'Union européenne. Comment est-ce que vous évaluez un peu cette union pour l'énergie ? Cette union, certainement, a des opportunités. Mais maintenant, il y a 2 perspectives où les politiciens sont en train de les discuter. L'un, c'est la perspective à court terme, avec beaucoup de promotion de politique européenne vis-à-vis de l'importation de gaz, avec des investissements dans l'infrastructure, etc., etc. L'autre perspective, c'est plutôt la perspective long terme, la perspective de décarbonisation, où on dit oui, si on mobilise vraiment toutes les opportunités pour l'efficacité énergétique et pour le développement des renouvelables, on fait la décarbonisation, mais on augmente aussi notre indépendance énergétique. Parce que le gaz, ça continue d'avoir des importations, surtout des pays pas très crédibles, comme la Russie, etc., etc. Donc pour nous, vraiment, cette deuxième piste, c'est la piste importante. Et aussi l'efficacité énergétique. Oui, l'efficacité énergétique. Le temps de l'Europe. Antoine Lereux, Johanna Touzel. Et nous recevons aujourd'hui Wendel Triol, directeur de Réseau Action Climat. C'est la principale plateforme d'ONG européenne agissant sur la question climatique. Alors on va se demander maintenant, dans cette seconde partie du temps de l'Europe, si l'Europe peut finalement influencer les autres pays. Dans un instant, on parlera des pays en développement, les pays les plus pauvres. Mais pour commencer, les plus gros pollueurs, ce sont la Chine et les États-Unis. La Chine est responsable de 25% des émissions et les États-Unis, c'est environ 12%, c'est ça ? Alors, voilà, il y a eu un accord entre les États-Unis et la Chine, mais est-ce que l'exemplarité de l'Europe peut avoir un effet d'entraînement sur ces 2 grands pays ? Certainement. Les 2 pays, ils regardent ce que l'Europe fait. Donc, dans les 2 cas, parce que certainement de la Chine, on a beaucoup de visiteurs chinois qui viennent en Europe et beaucoup d'eux veulent avoir des rencontres avec des ONG et ils sont tous très intéressés de comment est-ce que l'Europe fait leur politique, comment est-ce qu'ils le font en pratique, etc. Donc c'est clair que l'Europe a une influence, mais quand même, pour la Chine et pour les États-Unis, leur partenaire principal, c'est les 2. Donc pour eux, les 2 sont les plus importantes, mais ils regardent ce que l'Europe fait. Et vous disiez, on l'a dit en introduction, si l'Europe n'agit pas dans la négociation internationale, les autres ne le feront pas. Oui. C'est vrai pour ces 2 grands pays. Oui, certainement. Donc c'est clair que, par exemple, aux États-Unis, le président Barack Obama, il fait beaucoup d'attention pour le climat. Dans pratiquement tous ses speeches, il le mentionne. Il est beaucoup plus fort engagé dans ce discours, comme par exemple le président de la Commission Juncker ou Donald Tusk, président du Conseil. Donc il a besoin des pays qui le poussent un peu, et l'Europe peut jouer ce rôle de pousser Obama un peu pour qu'il puisse faire un peu plus de confrontation avec le Congrès, qui n'est pas très favorable à des actions climatiques. Pour ce qui est des pays pauvres, ils attendent, eux, que les pays développés, notamment l'Europe, qui sont historiquement responsables des changements climatiques, exploitent au maximum leur propre potentiel. Alors là aussi, on va parler dans un instant d'un fonds vert qui a été créé pour aider, mais comment, là aussi, entraîner ces pays à faire des efforts? Donc moi je pense qu'il y a plein des pays les plus pauvres qui sont vraiment intéressés à faire des actions. Parce que beaucoup d'entre eux, ils voient la décarbonisation, la croissance verte, comme on dit, comme des opportunités
pour au même temps améliorer leur développement, mais aussi pour prévenir qu'ils vont avoir des grandes factures pour gérer les impacts du changement climatique, parce que c'est eux qui ont les impacts les plus visibles maintenant. Et donc, je vois qu'il y a plein d'intérêts, mais le problème, c'est que pour beaucoup de choses dans le secteur énergie, dans le secteur déforestation, etc., on a besoin d'un capital pour investir. Et ça, les pays les plus pauvres, souvent, ils n'ont pas. Pourtant, l'Union européenne a lancé ce fonds vert qui est abondé surtout par des pays membres de l'Union. 9,5 milliards d'euros ont été versés jusqu'à présent, rien qu'en 2013, nous dit la Commission européenne. Donc, il y a des fonds qui sont mis à disposition. Est-ce que c'est suffisant ? Quand on regarde le rapport du GIEC, il nous dit les zones désertiques vont devenir de plus en plus désertiques. Donc, c'est vraiment ces zones-là de ces pays en voie de développement qui vont être le plus durement touchés. Est-ce qu'on en fait assez pour les aider ? On ne pense pas qu'on fait assez. Donc, à Copenhague, les pays riches ont promu de soutenir les pays pauvres avec 100 milliards de dollars par an en 2020. Et donc, l'idée, c'est qu'on commence avec 10 milliards en 2012 et que ça augmentera à 100 milliards par année en 2020, on est loin de ça. Ça, c'est clair. Combien, là, à peu près ? Donc, comme vous avez dit, le fonds vert, c'est 10 milliards, mais ce n'est pas 10 milliards pour une année, c'est pour 3 années. Ouais. On estime qu'on est quelque part à 30 milliards, 40 milliards. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait la calculation ? Parce que beaucoup de soutien qui est dirigé vers le climat vient du budget traditionnel du développement. Et donc, dans un sens, à ce moment, ce sont les pays pauvres qui font la facture, parce que ce sont des fonds qui, dans le passé, étaient pour soutenir l'éducation ou la santé, qui maintenant sont dirigés vers le climat. Donc, il y a une grande discussion. Voilà, et c'est exactement ce que disent certaines ONG pour le développement, notamment CITSE et Caritas, qui disent « Les changements climatiques peuvent anéantir des décennies d'efforts dans le domaine du développement. » Donc tout cet argent qu'on a mis pour le développement de ces pays risque d'être perdu parce qu'ils seront victimes de ce changement climatique qui va tout anéantir. Donc il faut espérer que vraiment, à Paris, on prendra conscience de cette responsabilité vis-à-vis des pays en voie de développement. Pour en revenir brièvement sur la contribution dont on parlait au début de l'émission, la branche française de votre organisation reproche justement à l'Union européenne que dans cette contribution, il n'y ait pas d'éléments qui concernent la contribution financière de l'Europe pour aider les pays en développement après 2020 justement. Oui. Donc il n'y a pas d'engagement chiffré là dans la contribution. Non. Donc l'Europe a dit qu'à ce moment, ce n'est pas possible de faire la... Comment dire ça, un chiffrage. De la chiffrage. Et l'Union européenne, dans leur communication, a dit on veut d'abord voir les plans spécifiques des pays en voie de développement et après on va dire qu'est-ce qu'on va donner. Le problème, c'est que pour les pays en voie de développement, quand ils ne savent pas qu'est-ce qui est disponible, comment est-ce qu'ils peuvent faire des plans budgétés. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et là, on espère que l'Europe peut être un peu plus claire sur ce qu'ils font après 2020. Donc il aurait fallu que dans cette contribution, il y ait des engagements chiffrés pour là aussi encourager. Pas nécessairement déjà chiffrés, parce que je ne pense pas qu'à ce moment c'est possible pour les ministres des Finances de dire ça, mais quand même quelques indications, comment est-ce que l'Europe va chercher pour des budgets additionnels. Et il y a des propositions pour, par exemple, un taxe sur les transactions financières, qui est d'abord aussi soutenu par la France, et d'utiliser une part de ces ressources pour action climatique aux pays en voie de développement. Et c'est ça qu'on doit avoir beaucoup plus d'informations. Qu'est-ce que l'Europe veut vraiment faire dans la recherche des ressources innovatrices. Donc plus de clarté une nouvelle fois. On va parler maintenant de la gouvernance. On a parlé en début d'émission de votre expérience, de votre vécu dans ces grandes réunions internationales. Est-ce que c'est la bonne formule, ces différentes conférences qui sont organisées une fois de temps en temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas un changement de ce mode de gouvernance? C'est la question que tout le monde se demande, mais je ne vois pas comment on peut le faire différent. On a 193 pays qui font membres des Nations Unies
Et tous ceux, ils veulent avoir leur opinion réfléchie dans les négociations. Et je ne vois pas comment on peut le faire dans une autre manière. Il y a des propositions pour le faire au G20 avec les 20 pays les plus importants, etc. Mais à ce moment, tu n'as pas la voix des pays les plus pauvres. Donc, certainement, on a besoin d'une approche différente, mais je pense que ce n'est pas la forme qui est le problème, mais c'est surtout les pays, les gouvernements qui doivent être plus ambitieux et donner à leurs négociations un mandat beaucoup plus progressiste. Et est-ce que les citoyens peuvent à ce moment-là jouer un rôle décisif en faisant pression sur leur gouvernement pour qu'on arrive à un accord? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les citoyens, pour que Paris soit un succès? Un des choses principales, c'est que beaucoup des chefs politiques disent que, en comparaison avec la période avant Copenhague, que le public n'est plus intéressé au climat. Je pense que c'est pas clair. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas clair comment ils peuvent faire un impact. Comme ONG, on va être très engagé à des mobilisations publiques pour montrer aux politiciens que le public est encore intéressé. On va le faire dans différentes étapes en route de Paris. Mais est-ce que vous pensez que les citoyens ont conscience qu'ils ont aussi des efforts à faire, qu'on a tous des efforts à faire pour tenir ces objectifs? Est-ce qu'on en a conscience du fait que c'est tous nos modes de vie qu'il va falloir changer? Est-ce qu'on est prêt à ça, à votre avis? Je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui le savent. De la connaissance vers l'action, ça va durer quelque temps. Mais je pense que si c'est assez clair pour les gens que leur contribution peut vraiment faire une différence et que ce n'est pas seulement les citoyens qui font quelque chose et en même temps les entreprises et les gouvernements font rien, ça c'est clair que ça ne va pas marcher. Donc je pense que tout le monde doit être sensible et tout le monde doit faire quelque chose. Premièrement, les gouvernements, l'industrie, mais aussi les citoyens, oui. Donc là, on est à 8 mois environ de la conférence de Paris. Quelles sont les grandes étapes, le calendrier là, à venir d'ici là? Donc il y a quelques sessions de négociation officielles dans ce qu'on appelle la convention climatique. Il y a un en juin, il y a un en août et il y a un en septembre. En dehors de ça, il y a le processus qui est pas le processus formel où on a des réunions du G7 en Allemagne et du G20 en Turquie. Les deux, c'est clair que le changement climatique va être sur l'agenda. Et il y a plein de rencontres bilatérales qui vont se passer entre les pays les plus importants où le changement climatique va être sur l'agenda. Et si on échoue à Paris, qu'est-ce qui se passe? Ça va être un problème. Ouais. Et ça va être une indication claire aux ONG et aux citoyens qu'on doit faire plus. D'accord, donc on va espérer que Paris marche, en tout cas. Et pour terminer, l'objectif des températures, d'un maintien de la hausse des températures en dessous des 2%, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'objectif déclaré de ce sommet? On est à 8 mois de ce sommet. Est-ce que vous êtes optimiste en vue de cet objectif? Je suis encore optimiste, quand même aussi réaliste. C'est clair que, comme je l'ai dit au début, l'accord de Paris ne va pas garantir qu'on reste en dessous de 2 degrés, mais ça va être un des éléments qui va faire un processus pour les années qui viennent, qui peuvent nous mettre en dessous de ça. Et j'ai dit 2%, c'est évidemment 2 degrés. Voilà, oui, c'est la fin du temps de l'Europe. Wendel Trio, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, Johanna. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro du temps de l'Europe.